Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine encore cette semaine. Jasmin, bonjour. Salut, Danny. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? On va avoir une autre semaine où on va retourner voir Stéphane Dubé dans le gymnase à Boisbriand pour parler de force et de vitesse. Et juste avant cela, on va parler avec les gens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, notamment Natacha Lorenz, qui fait tout un travail de soutien aux joueurs pour les aider. Le tout, évidemment, dans l'optique de la journée Belle cause pour la cause qui arrive à grands pas et qu'on voulait soutenir à notre manière cette année. Toi, de ton côté? De mon côté, bien, ce que je propose, c'est vraiment de comment on se comporte dans l'enclave. C'est très difficile maintenant d'être en contrôle. C'est une situation où il y a de la densité, donc ça brasse dans l'enclave. C'est difficile de récupérer les rondelles. Mais il y a une façon de se placer pour tirer avantage des situations et justement être très efficace dans cette zone. Alors, ne manquez pas ça. Hockey le Magazine, c'est parti dans un instant. Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action et Hockey le magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés. Au cours des dernières années, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a mis sur pied un programme d'aide pour ses joueurs. À quelques jours de la journée Belle cause pour la cause, nous vous présentons donc ce programme avec Natacha Lorenz, qui travaille à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et Sylvain Guimont, docteur en psychologie du sport, qui vont nous présenter les bienfaits pour les joueurs de ce programme. Le programme d'aide, c'est premièrement, il faut féliciter la Ligue d'avoir mis ça en place. Je pense qu'aujourd'hui, ça a évolué beaucoup, puis la Ligue prend soin de ses joueurs. C'est un programme exceptionnel qui, au départ, était pour vraiment les aider au niveau de leurs études, mais qui a un volet beaucoup plus grand. Je travaillais déjà au niveau des programmes antidopage avec les athlètes, athlètes de différentes fédérations sportives, mais aussi beaucoup avec le hockey, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Je lui disais aussi, ça prend quelque chose, ça prend un programme qui offre de l'aide aux joueurs. Dans ces âges-là, 16 à 20 ans, des jeunes hommes sont dans une période particulière de leur vie, transition de adolescence, jeune adulte, dans un contexte particulier qui est la Ligue. Donc, ça prend plus que juste quelque chose de répressif. Ça prend de la prévention, ça prend de l'intervention quand il y a un problème. Donc, finalement, il m'a offert un poste à la Ligue pour développer le programme d'aide aux joueurs. C'est ce que j'ai mis en place avec les 18 équipes, avec des personnes ressources, des réseaux d'intervenants dans chaque région qui peuvent couvrir différentes problématiques parce qu'on touche bien sûr des problématiques plus du côté sportif là, qui peuvent être au niveau de la psychologie, gestion du stress, anxiété, préparation mentale, mais aussi problèmes de toxicomanie, des conflits au sein de l'équipe, des problèmes personnels. Chaque joueur parfois peut vivre une situation personnelle, que ce soit au niveau familial ou autre. Donc, c'est pas rare là, durant la saison qu'on est à les accompagner, à les soutenir. Moi, je suis vraiment plus au niveau de comment le jeune se sent par rapport à sa confiance dans un match, comment il peut avoir à dealer à l'occasion avec des choses plus difficiles. Et des fois, ça peut être juste aussi seulement pour avoir des trucs de comment on peut faire pour performer mieux sans qu'il y ait nécessairement un problème. Donc, c'est un programme d'aide, mais beaucoup plus vaste que juste de l'aide. Il y a tout le volet performance puis d'apprendre à se connaître au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi puis l'image de soi que les jeunes ont et qui est si important à cet âge-là. Puis évidemment, on a différentes politiques en place aussi pour sensibiliser nos joueurs. Mais on sait maintenant qu'avec l'avènement des médias sociaux, oui, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses désavantages. Donc, on leur apprend à faire la bonne utilisation aussi des médias sociaux. Évidemment, il y a la politique antidopage, donc on leur apprend à respecter l'image du sport, à respecter leur corps, à respecter les autres, donc à ne pas consommer des substances qui sont interdites. Il y a un code d'éthique aussi pour les joueurs, donc ils doivent respecter le code d'éthique. Donc, pas d'initiation, pas de harcèlement, pas d'intimidation. Évidemment, respecter les politiques, les règlements en place. Donc, ils doivent, dès le début de la saison, prendre connaissance du code éthique et le signer par la suite. Donc, pour moi, ma contribution, c'est plus dans le fait de leur faire voir comment ils sont privilégiés, ils sont chanceux, mais qu'ils l'ont mérité. Ça n'est pas arrivé par hasard. Les jeunes qui sont ici, c'est parce qu'ils ont eu de la discipline plus jeune. Ils ont été persévérants. Et puis, ça leur a demandé énormément de travail sur eux-mêmes
autant au niveau des habiletés techniques, tactiques, que les habiletés au niveau de ce que ça prend, au niveau de la psychologie pour performer dans cette ligue-là. On veut que les gens se sentent à l'aise de parler d'un problème, qu'ils n'hésitent pas à le faire en ayant peur de représailles ou en ayant peur d'être jugé, ou parce que c'est pas ça du tout. Au contraire, on est là pour accompagner. On n'a jamais laissé tomber un joueur. Puis c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à le faire, ni un membre du personnel des équipes. Donc on essaie toujours là, de mettre tout en place pour accompagner le mieux possible là, nos joueurs et nos gens dans les équipes. Le 23 janvier 2018, les Golden Knights de Vegas ont enregistré un 32e gain dans la saison et ça s'approchait à un seulement du record de la Ligue nationale pour une équipe d'expansion qui était de 33. Et on était seulement au mois de janvier, alors il restait encore beaucoup de matchs aux Golden Knights pour battre ce record qu'ils ont évidemment battu ensuite. Danny, la première année des Golden Knights, on s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. On n'oubliera pas aussi Vegas Strong au début de l'année. Ça a été une année incroyable pour eux. Oui, tout à fait. Écoute, c'est un endroit qui est assez particulier. Moi, je vais faire mon mea culpa. Moi, je croyais pas à cette aventure-là. Je croyais pas au dossier de Vegas. Je croyais pas non plus qu'il y aurait un engouement pour la Ligue nationale là-bas en termes de partisans. Et la base des partisans, c'est spectaculaire. Ce qui se passe autour du building, à l'intérieur du building, les animations, la présentation d'avant-match. Si vous avez une chance dans votre vie d'aller à Vegas pour toutes sortes d'autres raisons, n'oubliez pas d'aller voir un match de hockey parce que cette organisation-là a réussi à redéfinir un peu toute la présentation d'avant-match. Cette semaine, on se demande donc à qui appartenait le record de 33 victoires par une équipe d'expansion, un record qui était partagé par deux formations avant l'arrivée des Golden Knights. Était-ce A, les Sénateurs et le Lightning, B, Blue Jackets et Wild, ou C, Mighty Ducks et Panthers? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause à qui appartenait le record de victoires par une équipe d'expansion avant l'arrivée des Golden Knights, puisque le 23 janvier 2018, ils avaient signé leur 32e gain de la saison, ce qui les approchait à seulement une victoire du record de 33. La réponse est C. Les Mighty Ducks d'Anaheim et les Panthers de la Floride détenaient le record pour le plus grand nombre de victoires par une équipe d'expansion en une saison avant l'année des Golden Knights, évidemment. Danny, moi, j'ai eu la chance d'y aller à Las Vegas et de voir un match des Golden Knights. C'est une expérience que j'oublierai pas, honnêtement. Et c'est ce dans quoi ils se sont le plus démarqués, je pense, les Golden Knights. Même si sur la glace aussi, ils présentent une belle formation qui a de l'espoir beaucoup pour le futur quand même. Il y a des bonnes fondations, cette équipe-là. Oui, absolument. Écoute, ça met la table également pour Seattle qui s'amène. Alors, la barre est très haute pour la nouvelle formation de Seattle qui va s'amener dans la Ligue nationale avec un peu des grands frères ou des cousins qui ont fait déjà une entrée remarquée. Alors, la barre va être haute. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Et on va être là pour suivre ça, les débuts de l'équipe de Seattle également. Merci beaucoup, Danny. On est de retour cette semaine au Centre Perform Plus de Boisbriand avec Stéphane Dubé. Stéphane, depuis le début de la saison, on a parlé de plusieurs concepts. Cette semaine, on s'en va vers la capacité de répétition à pleine vitesse, un concept que tu vas pouvoir nous expliquer. Oui, effectivement, parce que dans ce qu'on appelle la portion conditioning, un peu, ce que les gens vont appeler plus le cardio, nous, on utilise une capacité de répéter de la vitesse. Parce qu'on le dit tout le temps, nos joueurs doivent être vite, explosifs en première période. Ils doivent l'être aussi en troisième période. Mais pour ça, il y a des façons de travailler le système nerveux et les systèmes énergétiques. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'entraînement par intervalle très court. Donc, on va avoir des séquences de vitesse parce que c'est important de garder la composante de vitesse. Séquence de vitesse très courte pendant 15 à 20 secondes avec un repos équivalent. En règle générale, on va donner... Puis si on veut être un petit peu plus intense, sur une séquence de 20 secondes, on va aller à 10 secondes de repos seulement. C'est très taxant, très difficile, mais c'est spécifique. Parce que le joueur ça reproduit ce qu'on va avoir dans un match. Effectivement, parce que tu le sais, le joueur, quand il est sur la glace, il est sur la glace pour une présence de 45-50 secondes. Mais il n'est pas 45 secondes all-out, comme on dit. En pleine explosion. Là. Exact. C'est fragmenté en séquence de 10-15 secondes. Fait que c'est un peu ce qu'on cherche à recréer à l'entraînement. Puis, en même temps, on travaille l'agilité, l'explosion, la vitesse et la capacité à répéter. Justement, on parle spécifiquement aux joueurs de hockey, à Hockey le Magazine. Qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui? Aujourd'hui, on va avoir une séquence de 4 éducatifs de vitesse. On va avoir besoin d'un step, on va avoir besoin aussi de planches qui peuvent être des bâtons de hockey utilisés à la maison. Fait qu'on va avoir 4 séquences avec des intervalles de 20 secondes de travail, 20 secondes de repos. On va enchaîner ça.
Fait que ça va être assez intense. Assez taxant, puis on va aller voir ça tout de suite. Premier exercice qu'on va avoir, c'est un déplacement latéral ou ce qu'on appelle le side-to-side avec un step. Mais on a un petit twist, on a un saut qui vient se faire. Donc, déplacement latéral, aller-retour avec un saut. Donc, jeu de pied, vitesse, explosion. Deuxième mouvement qu'on va enchaîner, le mouvement croisé. Donc, coordination, aussi mobilité des hanches. Bien important d'être le plus vite possible, le moins d'impact possible sur le step. Troisième exercice, un side-to-side, mais on enchaîne avec un changement de direction. Donc, aller-retour, on va vers l'avant, on va vers l'arrière par la suite. Donc, ce qui est bon de cet exercice-là, c'est qu'on va jumeler déplacement et vitesse jeu de pied. Combien de fois on entend les coachs dire à leurs joueurs il faut qu'ils améliorent leur jeu de pied. Donc, ici, jeu de pied, déplacement latéral. Donc, défenseur, attaquant, un éducatif très efficace et très taxant au niveau musculaire et des systèmes d'énergie. Quatrième exercice, donc on va avoir jeu de pied et skating jump. Vous pouvez voir, j'aime bien faire des agencements de jeu de pied et d'explosivité, rend l'exercice beaucoup plus complexe et très spécifique pour le joueur de hockey. Donc, puissance latérale, jeu de pied, toujours pendant les temps de travail prescrits. Stéphane, on vient de voir 4 exercices que tu proposes. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être proposés. Ce n'est pas les 4 seuls du côté cardio, évidemment. Effectivement. Le but, c'est que les gens puissent comprendre le concept de l'entraînement par intervalle très court, mais il y a tellement de possibilités. Comme dans toutes les capsules qu'on fait, les gens peuvent voir le concept, mais ça peut être appliqué en fonction de l'équipement, en fonction de l'accès à un gym ou du travail à l'extérieur. Donc, ça peut vraiment être adapté. Et il faut laisser place à la créativité. 4 exercices aujourd'hui, mais qui auraient pu être 4 complètement différents parce que dans une séquence, d'autres de semaine en semaine, on change tout le temps les exercices pour garder l'athlète sur le qui-vive, stimuler d'autres situations. Mais tu peux t'amuser. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Je pense que pour quelque chose que tu mets en valeur du côté cardio, c'est de ne pas justement seulement faire du vélo stationnaire ou de faire de la course. Le genre d'exercice que tu nous as présenté aujourd'hui travaille vraiment des choses beaucoup plus précises au niveau du hockey. Effectivement. Puis je veux que les gens me comprennent. Je ne suis pas contre l'entraînement aérobique, exemple la course à pied ou le vélo. C'est très important dans le développement. Mais qu'est-ce qu'on a présenté aujourd'hui? C'est beaucoup plus complet, plus efficace. Fait que dans une séance, tu vas travailler ton explosivité, ton jeu de pied, puis ta portion de conditioning. Fait que en termes d'investissement de temps, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on a fait aujourd'hui que de juste faire un 30 minutes de vélo. Merci beaucoup, Stéphane. On se retrouve bientôt. Parfait. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue encore cette semaine à notre chronique sur l'équipement de hockey. Cette semaine, Éric, tu nous proposes des jambières. Exactement. Il y a beaucoup d'évolutions, de changements, de recherche même qui est fait par les fournisseurs. Puis les jambières sont vraiment... C'est vraiment la peine de passer du temps là-dessus. Bien, écoute, déjà au départ, moi, je me souviens d'une époque où les épaulières, les jambières, c'est le plus léger possible, le moins de padding, là, le moins de coussinets possible. Tu voulais juste que ce soit léger, que ce soit pas trop chaud. Aujourd'hui, avec les tirs bloqués, la qualité des bâtons, la vélocité des tirs, tout ça, ça a changé et on voit le résultat. Là, vraiment, c'est des pièces d'armure, on dirait. Alors, là, vraiment, là... Bien, c'est des pièces d'armure, oui, mais en même temps, c'est surtout les produits haut de gamme sont vraiment très légers. Oui. Donc, c'est comme si tu portes rien tout en étant très bien protégé. Les joueurs professionnels portent vraiment ce genre de modèle-là. Puis, il y a vraiment des dérivés qui viennent des patins. Comme exemple, ici, avec le Vapor 2X Pro, il y a du Composite Curve qui va protéger l'arrière de ta jambe. Okay. Donc, le Composite Curve est un dérivé qui a été utilisé sur les patins suprêmes il y a quelques années, qui ont emmené sur d'autres produits, dont les jambières, puis ça fait vraiment une protection de haute qualité. Puis ce que j'aime de ce que Bauer a fait, c'est au niveau des sangles,
ils évitent d'avoir la pression dans le milieu du mollet. Parce que là, avec cette espèce de sangle qui est en V, celle que tu viens d'ouvrir, celle-là permet vraiment d'enrober vraiment le mollet de façon à ne pas couper la circulation sanguine. Exact. Puis tout est dans l'ajustement, donc le profil de la jambière. Il y a des jambières qui sont faites un petit peu plus larges, d'autres un petit peu plus profilées, donc plus ajustées pour les différents joueurs. Ici, on a la FT1 de CCM, qui est l'équivalent, si tu veux, de la Bauer Vapor 2X Pro, un modèle haut de gamme avec multiples ajustements, encore une fois, du rocket frame, d'un genre de composite qui est utilisé pour la protection de l'arrière de la jambe. Et puis, comme tu expliquais, les sangles, la Bauer était en angle, celle-ci est droite, mais ça est large, par contre. Donc, l'ajustement est encore très bien conçu. Oui, dis-moi, la longueur d'une jambière, lorsqu'on la place, c'est où exactement la bonne longueur par rapport à la portion que tu vas avoir là, au niveau du tibia? Bien, tout dépend, encore une fois, comment tu vas porter ta jambière avec tes patins. Est-ce que tu mets ta jambière à l'intérieur de ta langue ou par-dessus? Il y a une différence, puis en même temps, ta grandeur. Oui. La grandeur va varier. Tes pantalons, il faut que tu t'assures que tout arrive au bon endroit pour maximiser la protection. Donc, au niveau de la coquille, que le pantalon aille en haut de la coquille. Exact. Donc, la languette du haut, on ne la voit pas, évidemment. Ouais. En bas, bien à peu près un doigt entre le patin et puis l'espèce d'espace caoutchouté qu'on voit à la fin. C'est exactement. Il ne faut pas que ça l'obstrue tes poussées sur tes patins non plus. OK, quand tu es en flexion. Donc, quand tu es en flexion, exact. Donc, la bonne longueur, c'est vraiment important de bien choisir son équipement. Alors, le produit maison, le Sherwood. Ça, c'est la Wrecker M90, qui est le produit haut de gamme de Sherwood, dans la série Wrecker. Puis qui est une jambière de très haute qualité. Un petit peu moins cher que les hauts de gamme de Bauer et CCM, mais qui offre une très bonne protection. Donc, au niveau de la moulure, je remarque que, par exemple, la capsule est en dessous de la portion du tibia, tandis qu'ici, c'est l'inverse. Donc, il y a des petites différences, là, ça obstrue pas au niveau de la flexibilité. Non, pas du tout. Chaque fournisseur a vraiment sa propre recette selon la ligne. Chez CCM, entre autres, la ligne Jet Speed versus la ligne Tax, le moulage va être fait différemment. Je remarque que tu nous as amené un produit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise à l'intérieur des jambières? Oui, exact. C'est super important. On parlait de durée de vie, puis surtout de la senteur. Oui. Le produit Captodor, qui est vraiment le leader dans l'industrie, une coupe de push-push après un match à l'intérieur de son équipement, ses jambières, ses épaulettes. Ça fait vraiment toute une différence, surtout point de vue odeur. Vos coéquipiers vont vous remercier. Donc, évidemment, lorsque les coéquipiers sont satisfaits, tout le monde est satisfait. Exact. Alors, la semaine prochaine, on parlera de hockey extérieur. La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue encore cette semaine à la chronique Sur la glace. Cette semaine, on va parler des bagarres territoriales dans l'enclave. Pourquoi? Parce que l'élimination de la ligne rouge a rendu le jeu beaucoup plus linéaire. Ça veut dire quoi, jeu plus linéaire? Ça veut dire que le temps passé en zone neutre est moins important. On attaque avec plus de vigueur et plus d'efficacité le territoire adverse. On a l'occasion de gagner de la vitesse. Et comme on a donné de l'extension aux deux extrémités de la glace, donc on a repoussé les lignes bleues, bien, ce que ça donne, c'est plus d'espace pour travailler. Plus d'espace pour travailler, ça veut dire plus souvent la rondelle au point d'appui. Alors, l'effet domino, c'est bien sûr qu'il y a congestion devant le filet pour faire dévier les rondelles. Ça surcharge le travail des défenseurs. Et Patrick Boileau explique ici l'importance d'utiliser le bas de son corps afin d'isoler l'adversaire d'une rondelle libre ou encore de la zone privilégiée. Voyons ce que ça donne. Une des erreurs qu'on va voir souvent, ce qui arrive, Charlie, c'est que tu gardes tes mains près de ton corps. OK? Quand on garde les mains près de nos corps, c'est difficile d'utiliser l'énergie de l'autre joueur. Fait que ce que je vais vous demander, quand je suis en position, j'ai mes deux mains sur mon bâton, j'ai les bras dégagés vers l'avant. À ce moment-là, je vais absorber son énergie et puis je vais l'utiliser à mon avantage. OK? L'autre chose, de faire attention, tu as souvent tendance à vouloir faire un pas vers lui. C'est au contraire. Si tu veux utiliser son énergie, tu vas juste être un petit peu vers l'arrière,
les bras dégagés. Puis à ce moment-là, même si c'est un joueur qui est plus gros que toi, bien, tu vas pouvoir utiliser son énergie à ton avantage pour l'empêcher de récupérer cette rondelle-là. Et Patrick, pour lui, important, à quelle hauteur est-ce qu'on veut pousser ici? Dans les mains, les gants ou dans la poitrine? Ce qu'on veut, sinon je prends la position que tu as ici, Denis, ce que je veux avoir la palette en bas. Parce que ce qui va arriver, c'est que souvent, quand la palette est basse, on réussit vraiment à empêcher l'autre joueur d'avoir... On va le menotter avec notre bâton. Ici, il peut toujours travailler avec ses mains là, à ce moment-là. Fait qu'on va se replacer. OK, je vais mettre une rondelle. Excellent. Dégage tes bras, plie tes genoux encore un peu plus. Puis tu vas reculer un petit peu quand on va dire go. Sur cette séquence en animation 3D, l'exercice propose une course vers une rondelle libre pour l'attaquant. Le défenseur, lui, de l'autre côté, va s'exécuter au moment où l'entraîneur laisse la rondelle ou lance la rondelle, devrais-je dire, en fond de territoire. Donc lui, ce qu'il doit faire, c'est aller jusqu'à la ligne des buts en patinage arrière, toucher à la bande et ensuite revenir vers l'enclave. Pendant ce temps, le joueur qui est venu récupérer la rondelle va patiner avec cette rondelle jusqu'aux oreillettes. C'est important de le mentionner, là, comme on le voit ici. Il patine vers le haut jusqu'aux oreillettes. Ensuite, il donne la rondelle au défenseur qui, lui, va se déplacer pour un tir au filet. L'attaquant, lui, va charger le filet, bien sûr, pour un retour de lancer ou même une déviation. Et le défenseur, lui, qui est venu se placer dans l'enclave, doit venir à sa rencontre afin d'exercer la fameuse technique avec les jambes, comme on l'a démontré un peu plus tôt dans la séquence. Cette dernière animation en 3D est un petit peu plus compliquée que les autres. Il y a beaucoup de mouvements. Comme vous le voyez, il y a une défensive de zone, 3 contre 3 en fond de territoire. Et l'idée, pour l'offensive, c'est de récupérer la rondelle pour la donner aux défenseurs qui sont au point d'appui. Et là, bien, il s'enclenche une bagarre en 1 contre 1. Il y a 3 joueurs, donc il y a vraiment de la couverture homme pour homme. Et là, c'est là où la dimension d'utiliser le bas de son corps pour garder l'adversaire éloigné du filet, d'utiliser son bâton pour placer le bâton contre bâton, en fait, le palette à palette ou bâton à bâton, pour empêcher justement l'adversaire de faire dévier des rondelles. Si vous travaillez avec des joueurs un petit peu plus âgés, plus avancés, vous avez énormément d'éléments techniques qui sont sollicités à l'intérieur de cette séquence, autant pour les défenseurs qui doivent bouger d'un côté à l'autre pour ouvrir des lignes de tir, que des joueurs en défensive qui doivent bloquer l'adversaire et, évidemment, les joueurs en attaque doivent se démarquer. Bon entraînement et à la semaine prochaine. Vraiment, très bon reportage sur tout ce qui a trait au soutien qu'on apporte aux joueurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je pense que c'est important de retenir que toute cette facette-là est en plein développement. On donne de plus en plus de services aux joueurs et c'est très bien. La semaine prochaine, on va parler justement avec un ancien du junior majeur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Samuel Montembeault, gardien de l'organisation des Panthers de la Floride. Sympathique gardien que j'ai rencontré il y a quelques semaines pour parler de son cheminement un peu dans le hockey. Moi, de mon côté, bien, écoutez, je propose de me concentrer un petit peu plus sur le rôle des ailiers. Que ce soit en sortie de zone ou en zone neutre, comment il doit se comporter le long des rampes. C'est un joueur sur qui on exerce beaucoup de pression afin de le forcer à faire des erreurs. Alors, voyons ce que ça va donner la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, Hygiène du sport, Captorder, Basse Sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.